Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, les fake news et la théorie du complot. Non, ça ne touche pas que les ados, les seniors aussi sont concernés. Démonstration avec notre pastille d'éducation aux écrans et à l'information, la famille tout écran dans un instant. Je ne suis pas certaine que ce soit une théorie du complot, mais je vous jure que Guillaume Gralet est là avec nous en plateau aujourd'hui. Guillaume, tu as une idée derrière la tech et aujourd'hui, il va falloir ajouter un A à IA puisque l'Afrique est bien décidée à trouver sa place sur la carte de l'intelligence artificielle. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une, mais plusieurs intelligences artificielles. On va tirer parti du meilleur de l'Afrique et surtout de sa diversité, pas moins de 2000 langues parlées sur le continent. Ça peut permettre d'inventer une intelligence artificielle encore plus intéressante. Et on brûle de savoir ces développements avec toi dans un instant. Notre question du jour, l'imagination est plus importante que le savoir. C'est une phrase d'Albert Einstein, mais dont nos invités ont fait la leur. On va d'abord imaginer les maths pour cette dernière journée de la semaine éponyme, semaine des mathématiques s'il en est, avec un docteur en sciences sociales, professeur de théorie politique à l'université de Trente, Antoine Oulou-Garcia. Vous êtes également youtubeur et auteur de ces 21 énigmes pour comprendre enfin les maths chez Albert Michel. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis l'imagination au pouvoir avec la Tony Parker Academy. Transformer ses passions en métier, c'est possible grâce à vous, Agnès Perrin-Turenne. Vous en êtes la présidente déléguée. Une académie pas comme les autres. On plonge dans ses coulisses dans un instant avec vous. Bonjour. Mais d'abord, focus. Et vous le savez, une fausse nouvelle se propage 6 fois plus vite qu'une vraie info. C'est le cas pour les ados, mais aussi pour les adultes. Et si l'éducation aux médias s'adressait aussi aux seniors. Démonstration avec notre série La famille tout écran, en partenariat avec le Clémy. Je me rappelle quand mon père allait bien. Il était souriant, il avait bonne mine, et là, c'est plus le même. T'as vu ses yeux exorbités? Il a quoi, papy? Il est malade. Théo, il va falloir que tu sois fort. Ton grand-père est en train de devenir un conspirationniste. Conspirationniste, ça veut dire que ton grand-père pense qu'on nous ment sur tout. Que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, que les Américains communiquent avec des extraterrestres, que la Terre est plate. J'ai une idée. Tu sais quoi? Filme-moi et on va lui envoyer un message. Ah, enfin on m'utilise à pleine mesure. Salut papy, ici la Terre, faut que t'atterrisses. Arrête de penser que les crocodiles gouvernent le monde les soirs de pleine lune. Ça, c'est mon fils. Arrête de croire n'importe quoi, parce qu'il existe plein de sites avec des vraies informations. C'est tout moi. Et si tu le fais pas, eh ben je vais venir chez toi et je vais changer ton mot de passe Wi-Fi. C'est vraiment ton fils, tout en mesure. Si vous voyez une information stupéfiante, choquante, bouleversante, méfiez-vous. Soyez malin et faites comme Théo. Prenez toujours le temps de croiser les sources d'informations. Et si vous avez un doute, ne partagez pas. Je viens de lire que les hommes chauves embrassent mieux que les autres. Ah ouais? Faut que je vérifie mes sources. Ça sent la fake news. Il vérifie toujours ses sources, c'est Guillaume Gralet évidemment. C'est vrai que les fake news, c'est très important de pouvoir adresser l'ensemble de cette éducation aux médias de façon intergénérationnelle, aux enfants, aux ados, aux adultes et aux seniors. Oui, j'ai envie de dire, plus on commence tôt et plus on sera armé. Parce que là, on n'en est qu'au début. On voit pas mal de fake news texte, mais il y en a de plus en plus en vidéo, sonore. Quand on voit ce qui se passe dans les labos de recherche, c'est vraiment confondant. Il nous fait flipper toutes les semaines, c'est Guillaume Gralet. Tu restes avec nous évidemment parce que dans un instant, on va ouvrir la première partie du talk, l'imagination au pouvoir avec nos invités. C'est tout de suite. Et on va justement arrêter de flipper, on va se détendre et justement prendre un petit peu de hauteur avec cette imagination que vous mettez à l'honneur, Agnès Perrin-Turenne, au sein de l'Académie Tony Parker, à Lyon, mais pas seulement, très bientôt aussi à Saint-Ouen-Île-Saint-Denis. Vous en êtes la présidente déléguée. Si on pitch très rapidement ce qu'est la Tony Parker Academy, ce serait quoi? Alors, c'est une académie atypique déjà, qui n'existe nulle part ailleurs. On y arrive, j'ai envie de dire, avec sa passion, qu'elle soit sportive ou artistique. Et la passion est un vecteur d'éducation, de formation, jusqu'à atterrir sur l'emploi et l'employabilité. Passion aussi pour notre autre invité, Antoine Oulou-Garcia. Vous êtes docteur en sciences sociales, professeur de théorie politique à l'université de Trente en Italie, youtubeur et auteur de ces 21 énigmes pour comprendre enfin les maths. C'est paru cet automne aux éditions Albert Michel. On vous écoute en parler tout de suite. L'imagination est plus importante que le savoir.
le savoir est limité alors que l'imagination englobe le monde entier. Voilà ce que déclarait Albert Einstein dans une interview en 1929. Eh bien, ce que nous avons voulu montrer dans ce livre que j'ai coécrit avec Thierry Maugenet, c'est que les maths, on peut aussi les imaginer. Les mathématiques ne sont pas utilitaires. On a souvent tendance à dire qu'il faut étudier les maths pour savoir faire des calculs de pourcentage quand ce sera la période des soldes ou pour avoir un métier à haute valeur ajoutée et donc bien payé. Sauf qu'on n'apprend pas la littérature pour savoir faire une lettre de motivation. Eh bien c'est pareil avec les maths. L'essentiel dans les maths, le fondement des mathématiques, c'est le plaisir et l'émerveillement. Et Magie de la technologie, on vous retrouve sur YouTube, mais aussi sur le plateau de l'école du futur. Ces 21 énigmes, elles nous permettent aussi de pouvoir mettre du concret sur les mathématiques, ce qui devait être le cas dans chaque cours en réalité de maths. Oui, en fait, on a trop tendance à considérer que les maths, c'est la démonstration, des trucs abstraits, des trucs théoriques, qu'il faut absolument se concentrer beaucoup pour comprendre. Les maths, c'est d'abord quelque chose qu'on doit ressentir. C'est un peu comme quand on regarde un tableau. On n'est pas obligé d'être un grand peintre pour apprécier un tableau au Louvre. On n'est pas obligé d'être un grand compositeur pour apprécier une symphonie. C'est pareil avec les maths. On peut les apprécier sans savoir les démontrer, sans savoir d'ailleurs toujours les comprendre, simplement en percevant ce qu'il y a d'enthousiasmant chez elles. Et sans forcément être prof de maths ou mathématicien et mathématicienne au départ. Vous êtes vous-même enseignant en théorie et théologie politique, vous absorbez dans l'histoire des mathématiques pour justement aussi les redonner sous forme d'énigmes dans cet ouvrage avec votre co-auteur Thierry Maugenet, mais également jouer avec. Encore une fois, les maths, c'est à la portée de tous. On est tous des madame et des monsieur Jourdain des maths en réalité. Mais oui, complètement. En fait, des maths, on en fait déjà tous les jours. Ça, c'est déjà une certitude. Dans notre vie quotidienne, on calcule, on quantifie plein de choses, on mesure. Ça, on le fait au quotidien. Mais en plus de ça, les maths, elles sont imperceptiblement dans nos raisonnements, dans notre façon d'appréhender la vie de façon plus générale. Et les maths, finalement, c'est un outil parmi d'autres qui nous sert à nourrir notre compréhension du monde et aussi la manière dont nous-mêmes nous concevons le monde, la nature, nos rapports avec les autres. Donc les maths, elles sont partout dans notre ADN, finalement. Des mathématiques qui se cachent littéralement partout. Guillaume, des mathématiciens et mathématiciennes, tu en as rencontré beaucoup. Qu'est-ce qui te frappe, justement, quand tu les vois parler de leur passion des mathématiques ? C'est vrai que quand j'entends Antoine, j'ai un peu l'impression de parler avec Hugo Dumini, le copain, qui est un des récents médaillés Fields. C'est un peu l'équivalent du prix Nobel, prix Nobel pour les mathématiques, parce qu'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Et il est absolument génial parce qu'il explique exactement, il transmet sa passion de la même manière en disant les maths, on en fait un peu tous les jours sans s'en rendre compte. Et ça doit être un plaisir, il parle de plaisir qui doit être accessible à tout le monde et surtout personne ne doit s'interdire, personne ne doit se dire, parce que j'avais cette conversation avec lui en parlant de jeunes filles par exemple qui se sentent nulles, il disait personne ne doit se sentir nul en maths, on est potentiellement tous très bons, il suffit d'avoir envie de jouer, quoi. Comment est-ce que justement on désincruste ce biais cognitif de se dire qu'on n'est pas bon en maths ? Naturellement, on peut tous être bons en maths. Oui, alors malheureusement, ce biais cognitif, il vient beaucoup de la société. Ça, il est très clair, on le voit, il y a beaucoup d'études qui montrent que si on appelle géométrie un petit devoir à faire, par exemple en CP ou en CE1, les garçons vont mieux le réussir que les filles. Si ce même devoir, c'est-à-dire la même chose, on met le titre dessin, les filles vont mieux le réussir que les garçons. Donc il est déjà sociologique ce problème, il vient de l'éducation. On interdit énormément aux filles, de façon implicite ou explicite parfois, d'être intéressées par les matières scientifiques parce que la science, en gros, c'est avoir un casque de chantier sur la tête, c'est pas un truc de fille. C'est un truc avec des muscles et avec de la transpiration. Eh bien, c'est terrible d'avoir cette vision-là. C'est une vision qui est à la fois fausse et puis très dangereuse pour notre société. Et il y a certes, effectivement, ce médaillé Fields français récent, mais il y avait Mariam Mirzakhani avant, qui a été la première médaillée Fields il y a quelques années. Pas plus la seule, désormais. Il y a aussi des femmes qui ont remporté le prix Abel et il y a de plus en plus de femmes qui, au plus haut niveau mondial, dans tous les domaines des mathématiques, interviennent et sont particulièrement brillantes. Et alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce désamour des jeunes filles envers les maths, notamment au travers de la réforme du bac, qui a amené à finalement changer la perspective sur les matières, en tronc commun et puis des spécialités. Elles avaient moins tendance, à partir de la première, à choisir cette option maths. La courbe va peut-être être inversée avec ce plan mathématique qui a été lancé par le ministère de l'Éducation nationale comme un plan d'urgence, de sauvegarde finalement de l'esprit scientifique et de l'amour scientifique de la part de ces jeunes filles. Est-ce que ça peut changer la donne ? Encore une fois, partir du postulat, Agnès, cette fois-ci, que oui,
tout le monde peut aimer les maths, tout le monde peut en faire. Mais bien sûr, et d'ailleurs, cette alerte, elle a été aussi lancée par les entreprises, parce qu'il y a, au bout du compte de cet engouement ou de cette charge, il y a l'emploi, que ce soit de l'entrepreneuriat ou que ce soit en entreprise. Et bien sûr, c'est hyper important, et on en parlait avec Antoine, ça se détermine très très tôt, ou le non-déterminisme se positionne très très tôt. Et effectivement chez les jeunes filles. Donc oui, c'est important. Et on peut aussi attirer sur ces matières scientifiques ou mathématiques par d'autres biais. Et c'était un peu le postulat de l'Académie, c'est de dire on va prendre ce qui naturellement est de la passion pour embarquer, j'ai envie de dire, vers quelque chose qui, a priori, ne serait pas attractif pour les jeunes, mais qui va l'être parce qu'on va l'aborder d'une autre façon. Et je crois que ça va être le cas bientôt avec une section échecs, les jeux d'échecs, bien évidemment, pas de mauvais jeu de mots sur ce plateau en la matière. Vous dites, tiens, comme on a pu le faire pour d'autres enfants qu'on a mentorés au travers de la passion pour leur sport d'origine, sport ou jeux vidéo par ailleurs, e-sport pour le coup, cette fois-ci, on va mettre leur passion pour le jeu d'échecs à profit pour là, justement aussi, faire de la pédagogie à 360 degrés. Ouais. Alors, on a commencé en l'imposant, pour le coup. On l'a imposé, on a fait un test, un projet pilote, on l'a imposé à tous nos secondes, garçons et filles, pour le coup. Ça a hyper bien marché. Donc, c'était une heure supplémentaire, j'ai envie de dire, d'apprentissage des échecs, mais aussi de l'histoire des échecs, qui a vraiment beaucoup séduit tous nos jeunes. Et ensuite, on s'est dit, on va aller plus loin, on va créer une sorte de sport-études d'échecs, d'académie d'échecs, où effectivement, ils font de l'apprentissage, de la stratégie, de l'histoire des échecs, au service, globalement, ensuite, d'un autre projet. Et l'idée, encore une fois, c'est de se dire qu'on va toucher du doigt la réalité d'une matière, la mettre en perspective par le jeu. Encore une fois, c'est la passion qui va driver finalement l'apprentissage. Oui, et puis l'apprentissage, pas seul aussi, pas individuel, même si le jeu d'échecs, a priori, est un jeu individuel. Mais là, on crée aussi des groupes, des petits groupes, des échanges, des challenges différents. Effectivement, on aborde un peu à 360 degrés cet apprentissage-là. Encore une fois, toujours au service d'un projet augmenté et accompagné pour la suite. Alors on se souvient de l'engouement qui avait été justement lancé pour les échecs suite à la série Queen's Gambit, le jeu de la dame chez Netflix pour ne pas les citer. Vous jouez aux échecs, Antoine ? Oui, j'ai cette passion, effectivement. Et les échecs vous ont appris des choses sur les maths et inversement ? Oui, en fait, je pense que dans les deux, il y a quelque chose qui est très commun, c'est d'essayer de voir plus loin que ce qu'on voit. Et c'est ça qui est chouette avec les maths, mais avec la philo aussi, c'est de faire des raisonnements. Dans les échecs, on se dit, si je bouge telle pièce à tel endroit, que va faire l'adversaire ? On s'attend donc à cet antagonisme. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Donc, on construit vraiment un raisonnement sur le long terme. Et bien sûr, plus on est fort aux échecs, plus on construit des raisonnements longs. Pour les maths, c'est pareil. Après, il ne faut pas que ça fasse peur, cette idée de raisonnement long. En fait, c'est plutôt quelque chose qui doit être enthousiasmant parce que c'est marrant, c'est sympa de se dire « Oh, attends, je vais bouger un peu le fou, le pion, et je vais faire ça, on va voir ce que ça va donner. » Et pareil en maths, on peut se dire « Bon, qu'est-ce que ça peut donner si je bouge telle variable, si je change de type de raisonnement ?» Et Platon nous dit que la géométrie, qui est un peu l'essence des maths pour les Grecs, ça sert à ça, ça sert à former des citoyens. Ça sert à nous permettre de comprendre comment on réfléchit dans la vie quotidienne, comment on réfléchit sur des objets. On va parler de l'écologie, on va parler de la place des femmes dans la société, de plein de sujets hyper importants aujourd'hui. Tout ça, ça nécessite d'avoir des raisonnements un minimum approfondis pour aussi faire attention aux fake news. Finalement, c'est ça la clé, faire sortir les maths de leur caverne, si je vous entends bien. Oui, exactement. Montrer peut-être leur impact et leur aspect concret quand même, c'est toujours important parce qu'on est quand même avec des jeunes qui ont besoin d'immédiateté ou qui sont habitués tout du moins à l'immédiateté et qui aiment tâter les choses et qui switchent rapidement. Et ça, je trouve que c'est très important de les mettre effectivement en perspective et encore une fois de tâtonner et d'être sur différentes possibilités d'évolution et de stratégie. Et sur ça, je suis tout à fait d'accord. Sur l'aspect immédiat, on peut ressentir de façon très immédiate l'enthousiasme pour les maths et la beauté de certains résultats mathématiques, mais vraiment dès le CM1, CM2, on peut avoir des résultats qui sont très jolis, assez simples en arithmétique et qui quand même sont assez profonds en réalité. Cette immédiateté, pour moi, elle doit être l'enthousiasme. C'est vrai qu'après, bien sûr, les maths peuvent mener à un métier éventuellement plus rémunérateur si on fait des études d'ingénieur, de finance, etc. Mais je pense qu'on ne peut pas forcer les gens à aimer les maths parce que ça va être utile. On aime les maths parce qu'on s'enthousiasme. C'est comme la littérature, c'est comme la peinture. Voilà, si on ressent une émotion, déjà ça va aller mieux. Alors après, on n'en fera peut-être pas son métier, mais au moins on aura passé du bon temps entre-temps. Et ce sera déjà pas mal. Non, j'ai rien à dire, c'est super bien dit. D'accord, ok, vous sortez de ce plateau tout de suite. Merci d'être venu. Non, vraiment, ça c'était très sympa. Voilà, exactement. Non, mais je trouve ça super, cette notion de plaisir, d'enlever des barrières,
d'ouvrir le champ des possibles en fait, en réalité. Et c'est vrai qu'on ne nous l'a pas toujours appris comme ça. Et c'est vrai que ça libère beaucoup de potentiel. C'est finalement dire halt, stop à l'autocensure quant à l'apprentissage mathématique et scientifique. Bien sûr, on a toujours cette idée-là selon laquelle il faut être bon en maths pour faire des maths. C'est absurde. Il faut surtout ressentir du plaisir, mais pour ressentir du plaisir, il faut être aussi un peu pris par la main par les profs ou par des groupes de travail. Ça peut être hyper intéressant entre élèves, comme Agnès le disait. Simplement, voilà, c'est quelque chose qui se construit d'abord sur le plaisir. Après, qu'on sache faire des maths ou non, qu'on soit bon en maths ou non, c'est pas pour autant qu'on va apprécier les maths ou non. Parce qu'il y a des gens qui sont bons en maths parce qu'ils ont compris qu'il fallait faire des études de maths pour avoir de l'argent ensuite, mais qui n'aiment absolument pas ce qu'ils font. Et l'inverse, des gens qui apprécient et qui sont pas bons, c'est pas grave. Mon co-auteur, Thierry Maugenet, il est pas matheux. C'est une de ses grandes fiertés, c'est de pas avoir eu une extraordinaire note au bac en maths. C'est un romancier de métier et justement, c'est quelqu'un qui aime les maths profondément, alors que ce n'est pas un mathématicien. Parce que les maths, c'est un jeu, c'est aussi un jeu finalement intellectuel. Et puis, c'est aussi une histoire. Vous êtes spécialiste aussi de l'histoire des maths. C'est une histoire qui se confond avec l'histoire politique bien souvent. Ouais, alors. Je dis pas ça que pour Cédric Villani. Non, c'est vrai qu'il y a pas mal de mathématiciens qui sont entrés en politique au fil des siècles, mais Villani n'est bien sûr pas le seul. Alors, je pense qu'effectivement, l'histoire des maths, elle est très importante à enseigner plus et aussi à enseigner mieux, parce qu'on a tendance à l'enseigner, lorsqu'on l'enseigne un peu, de façon très linéaire, comme si le chemin mathématique, en fait, était parti de A, était allé à B, et puis en gros, voilà, c'est hyper naturel, on déroule un fil. C'est beaucoup plus complexe que ça, l'histoire des maths, et c'est là que ça devient intéressant. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec des théories. Par exemple, si on pense, les élèves de terminale connaissent sans doute la notion, le nombre imaginaire. Ça a été inventé au XVIe siècle par Cardan. Beaucoup de mathématiciens, la plupart, étaient absolument opposés à cette notion-là. Il a fallu 3 siècles pour que ça finisse par prendre, parce que ça remettait en question. Et donc, ça peut être hyper intéressant aussi, à travers l'histoire des maths, de montrer aux étudiants, aux élèves, qu'ils peuvent ne pas être d'accord avec leur prof, ne pas être d'accord avec l'autorité, mais être d'accord avec simplement leur propre rationalité. Et ça aussi, c'est un chemin intellectuel important pour les enfants. Et pouvoir se forger un esprit critique. Exactement. Ouais, et puis effectivement, ce côté rebelle qui est très intéressant, c'est-à-dire de ne rien s'interdire, mais qui a pu aussi mener des mathématiciens connus un peu vers la folie. On parlait d'Évariste Galois, d'Antoine Grothendieck, par exemple. On ne savait pas trop si... comment vous l'analysez ? Alors bon, Galois, on ne peut pas dire que ce soit de la folie. C'est une histoire d'amour qui finit mal, un duel. Bon, c'est vrai que c'est un peu bébête. C'est de l'émotion. C'est de l'émotion, voilà. Grothendieck, effectivement, là, on peut peut-être plus parler de folie, en tout cas de marginalité, quelque part. Pour autant, voilà, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit dans Récoltes et semailles, qui est donc son gros ouvrage autobiographique qui est très intéressant, mais très, très volumineux. Il parle de la simplicité de l'invention du zéro. Que ça, c'est un truc qu'à un moment, il faut être un enfant dans son esprit pour pouvoir inventer un truc aussi performant et aussi simple. Et il dit dans ce passage qu'il y a beaucoup de mathématiciens qui sont devenus trop des techniciens et plus assez des créateurs, et qu'il faut garder cette âme d'enfance et cette âme d'émerveillement pour arriver à faire des vraies maths. Bon, je sens qu'on va vous envoyer, Antoine Loulou-Garcia, Agnès, à la Tony Parker Academy pour pouvoir mentorer. C'est vrai, vous avez signé. On prend 10% sur les signatures de contrat entre invités. Je vous le dis tout de suite, c'est comme ça. Comme la série. Exactement, c'est comme la série, c'est 10% ici pour l'école du futur. Parce que c'est ça aussi le principe de la Tony Parker Academy, aller chercher des mentors inspirants, bien évidemment, mais pour tirer vers le haut les passions de ces élèves. Alors, l'invitation est déjà faite, mais effectivement, on a besoin de modèles. Et nos jeunes se bloquent aussi. Alors, on a parlé d'autocensure, mais il y a aussi une méconnaissance du possible, tout simplement. Et c'est vrai que quand on invite des politiciens, qu'on invite des chefs d'entreprise, des chercheurs, d'un seul coup, c'est presque simple. Oui, c'est possible. Après, les chemins, ils sont personnels et ils doivent être accompagnés. Mais au moins de se dire, en fait, moi, je pourrais. Déjà, c'est hyper important. Donc effectivement, on fait venir des personnalités pour au moins donner de l'inspiration, de l'ouverture d'esprit, de la créativité. Je trouve que c'est très important de mettre effectivement de la créativité au sein de toute forme d'apprentissage, qu'il soit sportif, artistique lui-même ou effectivement scolaire, éducatif. C'est hyper important. Allez, on continue à s'inspirer, à créer et à mettre l'imagination au pouvoir ensemble, que ce soit sur les maths, sur les sports, sur le e-sport et sur l'échec dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec le très inspirant Édouard Deniau.
No, oh, not again. Okay, we got this. One in front of the other. Oh, oh, oh. Ah, oh. Oh. Yeah, one more. And oh. Yes. Okay, we just. Et nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur. J'ai failli dire de la Tony Parker Academy, parce que oui, justement, Agnès Perrin-Turenne est avec nous en plateau. Vous en êtes la présidente, justement, déléguée. On va continuer à parler de la façon dont vous transformez les passions de vos apprenants en véritable métier. Également en plateau avec Antoine Oulou-Garcia, passion maths, si j'ose dire, 21 énigmes pour comprendre enfin les maths. C'est votre ouvrage aux éditions Albin Michel. Guillaume Gralet, c'est ma passion. Il est en plateau, ça tombe bien. Tout de suite, c'est une idée derrière la tech. Passion Guillaume Gralet, voilà, j'ai fait mon coming out de Passion Guillaume Gralet. Guillaume, on a beaucoup parlé avec toi, notamment de ces modèles d'IA conversationnels, ChatGPT pour ne pas la citer notamment, sauf qu'il y a d'autres ChatGPT dans le monde et notamment en Afrique. Oui, en fait, pour créer, pour entraîner ce qu'on dit, ces modèles de langage, eh bien, il faut s'appuyer sur des systèmes qui vont eux-mêmes avoir été entraînés grâce à des grandes puissances de calcul et surtout s'appuyer sur des textes. Or, il y a un projet que je trouve très intéressant qui s'appelle Massakane, qui nous vient d'Afrique. Massakane, ça veut dire nous construisons ensemble en zoulou, et on le doit à 400 chercheurs essentiellement en Afrique, et qui veulent créer un modèle de langue comparable à celui qui a permis le fonctionnement de ChatGPT. Et un de leurs arguments, c'est de dire il y a 2000 langues en Afrique qui sont, pour certaines, écrites et parlées, pour d'autres, uniquement parlées. Certaines sont très peu parlées, comme le Pidgin, un dialecte nigérian, ou encore le Logba au Togo, le Poko au Cameroun. Certaines sont menacées. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur la richesse de ces langues pour mettre au point un outil qui soit capable de traduire des langues en temps réel, mais également de mettre au point un robot conversationnel concurrent, une alternative à ChatGPT. Autre combat de la tech africaine, cette fois-ci soutenu par une autre initiative, elle s'appelle les Lapa. Oui, les Lapa, là ça veut dire maison en Setswana, donc j'apprends beaucoup les langues africaines en ce moment. Et on le doit à deux femmes, deux passionnées de mathématiques, Pelonomi Moiloa, elle est diplômée de l'université de Johannesburg, ou encore de Jed Abbott, elle est chercheuse à l'université de Pretoria en Afrique du Sud. L'idée chez cette start-up qui soutient également Massakane, eh bien, c'est de créer une entreprise un peu comme OpenAI, c'est-à-dire qui s'appuie sur ce modèle de langue pour peut-être le proposer à des entreprises et créer des startups nées en Afrique. En réalité, je trouve ça très intéressant parce que ça rejoint le combat de Karim Beguir. C'est un polytechnicien franco-tunisien qui est diplômé de l'université de New York, qui lui-même soutient ces projets. Et lui, il a créé à partir de Tunis une entreprise qu'il
qu'il a quand même revendu 680 millions d'euros à la start-up allemande BioNTech. BioNTech, vous savez, on en a beaucoup parlé avec le Covid, puisqu'ils ont été à l'origine d'un des vaccins qui a été distribué ensuite. Et sa conviction chez Karim, qui habite aujourd'hui à Londres, c'est de dire que l'Afrique compte des talents capables de faire des choses extraordinaires en santé, en agriculture ou encore en éducation, mais il faut les encourager à rester, à s'épanouir sur place, à faire grandir des entreprises. Complètement, et c'est aussi le combat d'un autre grand chercheur, figure de la tech africaine, Moustapha Cissé. Oui, exactement. Moustapha Cissé qui a créé le centre de recherche en intelligence artificielle de Google à Accra, au Ghana. Et lui, il a créé l'antenne très intéressante, je trouve, en intelligence artificielle de AIMS. AIMS, c'est l'Institut africain des sciences mathématiques, qui était basé en Afrique du Sud, mais qui est également basé à Kigali, au Rwanda. Et lui-même, il veut créer un écosystème qui permette aux meilleures têtes chercheuses africaines de s'épanouir. Guillaume, les données, c'est l'essentiel. On le sait bien. On va continuer à en parler notamment avec Antoine dans un instant. Il y a aussi un projet de restitution de ces données. Ça s'appelle Open Restitution Africa. Oui, c'est-à-dire que l'exploration de textes va peut-être nous permettre d'en savoir plus sur les œuvres d'art africaines qui ont atterri un peu partout en Occident. On parle quand même de plus de 10 000 artefacts africains qui seraient encore détenus contre leur gré hors du continent. L'idée, c'est de les retrouver un par un et peut-être de nourrir les musées africains. Et je trouve ça très intéressant que l'intelligence artificielle permette de reconstituer une partie de la culture africaine. Les œuvres, la culture et la culture des données. Merci infiniment pour ce tour de continent avec toi. Évidemment, on a parfois tendance à avoir une fenêtre qui se rétrécit à l'Europe ou aux États-Unis de ce côté-là du monde. Les chercheurs, l'innovation, la passion, elle est littéralement partout. Antoine, il y a également dans ces histoires mathématiques, cette historique des maths, le fait de se dire que les maths, justement, ne viennent certainement pas de cette partie du monde au départ. De quelle partie du monde Justement de la partie européenne et de la partie franco-française. Oui, non, tout à fait. Je voulais justement rebondir effectivement sur ce que vous disiez. Les premiers témoignages mathématiques qu'on ait, ils viennent du Congo. C'est les ossements d'Ishango, exactement. Qui remontent à peu près 20 000 ans, qui sont les premiers témoignages vraiment d'une numération humaine. Parce que si je ne me trompe pas, on voit sur ces os des entailles. Des entailles qui représenteraient les nombres premiers, c'est ça? Ou une partie peut-être. Enfin, je sais qu'il y a une discussion là-dessus. Évidemment, après, l'interprétation est très compliqué parce qu'on n'a pas de documentation scientifique autour de l'époque, j'entends. Donc évidemment, on est dans l'interprétation. On ne sait pas exactement est-ce que c'est de la numération toute simple, est-ce que c'est un truc beaucoup plus élaboré. C'est difficile à savoir. Ce qui en revanche est très clair, par exemple, dans l'histoire des maths, c'est que peu importe à la limite la question est-ce que les maths viennent de l'Europe ou non, évidemment que non. Mais au-delà de ça, surtout les maths, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du voyage des idées. Si on prend par exemple le zéro, qui est quand même, donc j'en parlais tout à l'heure, qui est l'idée un petit peu qui a révolutionné beaucoup les maths. Le zéro, on le trouve manifestement la première fois vraiment à Babylone, mais dans une Babylone grecque, mais qui est quand même babylonienne en vrai, mais qui est dominée par les Grecs à l'époque. Du coup, les Grecs s'en saisissent aussitôt. Et qui c'est qui s'en saisit à la fois du zéro babylonien et du zéro grec? Les Indiens. Et les Indiens ensuite, qui c'est qui lie un peu les Indiens? Les Syriaques, puis ensuite les Arabes, puis ensuite, ça va, parce que là, le monde arabo-musulman au Moyen-Âge est extrêmement grand. Ça navigue jusque en Espagne, jusque en Italie. Ça arrive en Europe peu à peu. Tout ça, sachant que pendant ce temps-là, les Mayas, qui sont coupés de ce monde-là, pendant ce temps-là, avaient aussi un zéro. Donc en fait, ce qui est génial avec les maths, c'est qu'il y a un côté voyage des idées, partage de ce qu'est notre humanité, et même plus précisément, vous parliez, et c'était très intéressant, des intelligences artificielles sur les langues africaines. Les mathématiques, c'est un produit du langage. C'est pas un truc qui apparaît comme ça, c'est aussi un produit d'une culture. Et il y a, par exemple, en Wolof, il n'y a pas le mot sans, donc le Wolof qui est parlé au Sénégal, le mot sans pour dire pas avec, ça n'existe pas. Et justement, on dit bou andoul ak, c'est-à-dire qui n'est pas accompagné de pour dire sans. Pourquoi? Parce que dire je suis sans quelque chose, c'est bizarre, on a l'impression qu'on possède l'absence d'un truc, ce qui est complètement contradictoire philosophiquement. Et donc,
il y a ce qu'on appelle l'ethnomathématique, qui est une branche hyper intéressante, qui se développe de plus en plus depuis plus d'un siècle maintenant, et qui consiste à dire, les maths, on peut aussi les penser différemment. Et ça, c'est aussi, je pense, un message d'espoir à ceux qui se disent mauvais en maths. C'est dire, peut-être que ton langage à toi, il est différent, et peut-être que tu peux créer tes propres maths. C'est passionnant parce qu'effectivement, on parle de ChatGPT. Tout le monde en ce moment sort son API, son développement ChatGPT, en tout cas dans les grandes entreprises de la tech. Et effectivement, ces modèles de langage, c'est aussi une manière de voir le monde. Et si on obtient une certaine diversité, on en avait parlé avec Marjorie, avec par exemple le projet Bloom, qui est soutenu par les chercheurs européens, ou encore ce projet africain, mais on aura peut-être un choix dans la manière de voir le monde. Ouais, la diversité des idées, ça fait toujours du bien. Et pouvoir éliminer les biais, justement, culturels en matière de technologie et d'algorithmie. Je rappelle que ces conversations passionnantes qu'on a ici sur ce plateau avec vous, Antoine, aujourd'hui, vous les avez eues aussi il y a quelques jours avec les étudiants, les élèves et les professeurs du Plus. Vous savez, ce lieu incroyable de science et de culture scientifique dont on avait visité les coulisses avec son patron, son président, il y a quelques jours à peine dans l'école du futur. Ça se situe à Dunkerque et évidemment, on leur fait un grand hello grâce à vous aujourd'hui. On reprend le cours de notre conversation et du talk, deuxième partie, tout de suite avec Agnès Perrin-Turenne pour la Tony Parker Academy et toujours Antoine Oulou-Garcia et Guillaume Gralet. Agnès, vous êtes donc la présidente déléguée de la Tony Parker Academy. Tony Parker Academy, parce qu'elle a tout simplement été, en effet, portée sur les fonds baptismaux par Tony Parker. C'était en 2019 à Lyon, sa ville de cœur, la ville de Lasvel, bien évidemment. Aujourd'hui, vous avez d'autres projets. Vous allez pouvoir exporter cette académie, pas comme les autres, notamment à Saint-Ouen-Île-Saint-Denis. Ce sera pour la fin de l'année 2024, si je ne m'abuse. Ça sera juste post-2024, juste post-Paris 2024. L'idée, c'est justement de surfer sur les Jeux olympiques et paralympiques ou pas forcément? Oui, enfin, c'est un contexte global, d'abord, on espère, d'enthousiasme général de la France, de la jeunesse particulièrement, du sport bien évidemment. Donc effectivement, c'est surfer là-dessus, mais c'est aussi un territoire qui est passionnant, qui est en pleine transformation, extrêmement jeune, avec des enjeux politiques, sociologiques extrêmement importants. Et donc effectivement, c'est s'insérer dans ce territoire. On est très heureux de participer, modestement, mais participer quand même activement à la transformation de ce territoire. L'idée de cette académie, c'est qu'elle est ouverte sur le monde, c'est ce que vous dites, elle est aussi ouverte sur les passions de ces étudiants et de ces étudiantes. Concrètement, à partir de quel âge un élève peut vous rejoindre et peut transformer sa passion en véritable carrière? Alors, on va accueillir les jeunes à partir de 14 ans. On a un lycée à l'intérieur de l'académie. Ensuite, on a des formations en alternance ou pour des bachelors ou pour des masters. On a des partenariats déjà avec le Lyon, mais du coup, on va faire aussi un partenariat avec Paris Dauphine. Mais au-delà de ça, effectivement, on souhaite attirer des jeunes de l'étranger. On a des partenariats avec l'Agence française du développement et avec Campus France, de manière à ce que ce territoire aussi soit très ouvert, en fait, sur l'international. On parlait de l'Afrique. On accompagne des projets en Angola. Voilà, si on peut accueillir quelques Angolais à l'île Saint-Denis, Saint-Ouen, je pense que pour les deux populations, c'est aussi une ouverture d'esprit et des échanges tout à fait vertueux. Vous avez démarré justement sur ce leitmotiv de transformer des passions sportives en futurs métiers, aussi e-sportifs, puisqu'il y a une section e-sport qui s'est ouverte il y a quelques années dans l'académie de Lyon, justement, cette Tony Parker Academy à Lyon, dans le Rhône. Celle de Saint-Ouen-Île-Saint-Denis, elle va reprendre les mêmes fondamentaux ou elle va changer parce que l'idée, c'est aussi de suivre les passions de ces jeunes pour les accompagner et les mentorer au mieux. Oui, alors là, on va s'insérer effectivement dans tout ce qui est nouveaux sports ou nouvelles activités dans le cadre de Paris 2024. Alors, quand on s'appelle Tony Parker, effectivement, on commence par le basket à Lyon. C'est étonnant. C'est comme ça. On a lutté, mais non, finalement, on n'a pas réussi. Sur notre projet sur Saint-Denis, là, on va être sur du basket 3-3, on va être sur du paddle, on va être sur de l'escalade, on va être sur de la breakdance. Voilà, toutes les disciplines un peu plus jeune, moins structuré aussi, où il n'y a pas véritablement de centre de formation, où tout n'est pas encore complètement configuré, pour pouvoir effectivement amener aussi, nous, notre valeur ajoutée en termes d'accompagnement sportif, mais encore une fois, d'accompagnement global du projet des jeunes. Ces projets, ils les amènent comment, justement, ceux et celles qui vous rejoignent dès les classes de seconde? Il faut qu'ils soient motivés avant tout pour pouvoir vous rejoindre, parce qu'on imagine qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors, c'est exactement ça. On nous pose souvent la question du recrutement. Alors, non, ce n'est pas par rapport au niveau scolaire, tant mieux. C'est pas par rapport au niveau sportif non plus, pourquoi pas. C'est par rapport à un projet qui nous présente, alors par le biais d'une petite vidéo et de rencontres avec nos équipes, sur leur ambition, leur manière d'aborder leur
leur projet personnel, et aussi très important notre capacité d'y répondre et de pouvoir l'augmenter, parce que si on n'est pas efficace, si on n'est pas efficient, ça ne sert à rien finalement. Donc c'est la présentation du projet du jeune, pourquoi pas aussi celle de la famille plus globalement, parce que c'est important, et puis nous notre capacité à dire ce projet-là il nous intéresse, on pense qu'on peut t'aider, qu'on peut t'accompagner, qu'on va en faire quelque chose de bien et de vertueux. Quel est le projet qui vous a le plus étonné jusqu'à présent, justement, sur cette façon-là de présenter l'intégration à la Tony Parker? Alors, on a un joueur d'échecs absolument exceptionnel. Justement, ouais, absolument. C'est lui qui vous a donné l'idée de développer le programme. Mais avec beaucoup d'autres qualités de séduction, par ailleurs. Il est absolument exceptionnel. Il est enthousiasmant et passionnant avec tout le reste de nos équipes. Il a une manière d'aborder le monde, d'aborder sa pratique, d'aborder l'apprentissage très particulière et en même temps très drôle, très curieuse. Et c'est vraiment notre mascotte. Et lui, on l'adore. Et pour aller chercher justement l'expert ou l'experte qui va le mentorer, l'accompagner tout au long de sa scolarité à la Tony Parker Academy, là aussi, j'imagine qu'il faut faire de la curation, un peu de fine-tuning pour trouver le bon mentor pour le bon élève. Oui, alors quand on ne sait pas faire nous-mêmes, l'ASVEL, c'est très bien pour le basket. Pour les échecs, c'est plus compliqué. Donc, on a un partenariat avec un club. On a un maître international des échecs qui vient et qui a construit le projet pédagogique avec nos équipes et qui vient mentorer effectivement toute la structure et tout le groupe échecs. Encore une fois, faire de la passion le driver, le moteur de la façon dont on va apprendre, mieux apprendre différemment, c'est la clé, Antoine. Ça me paraît clair. Pour moi, l'émotion, elle permet une meilleure mémorisation, elle permet un meilleur investissement personnel, un meilleur enthousiasme. Et donc, cette émotion, elle fait aussi qu'on a une histoire avec la discipline qu'on travaille, que ce soit du sport, que ce soit les échecs, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des maths ou n'importe quoi. Quand on a une histoire avec quelque chose, c'est comme une histoire avec une personne, ça s'oublie pas, ça reste et ça nous forme, ça nous forge. On a eu l'habitude, ou plutôt une attitude à critiquer l'enseignement des maths en France. On citait tout à l'heure Cédric Villani qui lui-même avait commencé à travailler sur un plan justement pour réformer l'enseignement des mathématiques à l'école, au collège et au lycée. Qu'est-ce qui nous manque fondamentalement pour que ça colle entre les maths et les élèves? Je me retourne vers vous, évidemment. Bon, vous retournez vers moi pour la question la plus dure, sans doute. Mais oui, mais parce que je sais que vous allez y répondre. Ouais. Non, mais évidemment, il y a des idées. Après, c'est difficile de mettre en place quelque chose. Il faut quand même aussi reconnaître que c'est compliqué de faire évoluer les choses dans la pratique parce que c'est des grosses machines et c'est normal que ce soit des grosses machines. Donc c'est difficile de faire évoluer les choses. Après, pour autant, s'il y a des grandes lignes qu'on peut donner, je pense que c'est d'abord effectivement de mettre le plaisir au cœur de l'enseignement. Comme on le fait d'ailleurs dans la littérature, typiquement, on fait des clubs théâtre, des choses comme ça. C'est vrai que, alors bien sûr, il y a des clubs maths, mais c'est que pour les gens qui sont bons en maths. Le club théâtre, on pourrait par exemple l'ouvrir aux gens qui sont pas très bons, mais justement qui ont envie d'être moins timides. Pareil pour le club maths, ça ne devrait pas être un truc élitiste, mais au contraire quelque chose d'intégration, de collaboration. Comme disait Agnès, au sein de l'académie, l'idée de faire travailler les élèves ensemble, ça fait beaucoup de bien. Ça crée aussi des dynamiques très positives, des dynamiques sociologiques aussi qui sont très favorables. Donc voilà, cette idée d'émerveillement, ça peut passer par des énigmes, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le livre, mais ça passe aussi par du récit, par de la compréhension et par aussi l'acceptation de la critique, effectivement, de la part des élèves envers leurs professeurs et envers la théorie acceptée. Ça fait du bien de critiquer les maths, parce que si elles sont si robustes, c'est qu'elles sont assez robustes à la critique, mais les critiquer, c'est quand même important, ça développe l'esprit. Si je peux me permettre, c'est vrai qu'on a une façon d'aborder l'apprentissage avec quand même une posture très académique, encore des enseignants. Alors peut-être moins pour certaines disciplines maintenant, mais beaucoup encore pour les matières scientifiques. Et nous, nos enseignants, d'abord, l'école elle est très particulière, elle est très très ouverte, très transparente, et ils sont vraiment au milieu des jeunes, c'est-à-dire avec une posture, même pas de coach, mais vraiment de compagnon d'apprentissage, et pas du tout avec une posture, effectivement, et ça, c'est très très important, effectivement, pour comprendre un petit peu et dénouer un petit peu le côté très formel qui est plus présent, je trouve, dans les disciplines scientifiques que dans les disciplines de sciences humaines. C'est vrai que le côté ex-cathédra, il est terrible en sciences, parce qu'on considère, je t'apporte, moi, enseignant, la vérité, toi, simple élève, tu n'as qu'à écouter et apprendre. C'est terrible, parce que c'est pas de l'enseignement, ça. Ça, c'est de l'autoritarisme. Le top-down, c'est fini, Guillaume. Ouais, et puis surtout, mais je voulais avoir votre avis, est-ce que c'est une matière encore en construction, c'est-à-dire qu'il y a encore des énigmes qu'on n'a pas totalement résolues? On sait qu'il y aura bientôt un musée des mathématiques. On l'attend. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des énigmes qui travaillent les mathématiciens du monde entier? Et donc, ce n'est pas encore totalement une discipline qui doit nous faire peur, c'est-à-dire qui elle-même doit résoudre certaines énigmes.
Alors déjà, il y a effectivement des énigmes qui sont définies et dont on ne sait pas la réponse. Ça, il y a tout ce qu'on appelle en gros les problèmes du millénaire, c'est comme ça qu'on les appelle. Si jamais vous allez sur Wikipédia, vous trouvez la liste, vous en résolvez un, vous avez $1 milliard. Donc ça peut valoir la peine. Mais au-delà de ça, on ne sait jamais. Tentez le coup. Mais au-delà de ça, vous avez vraiment l'aspect où, oui, les mathématiques sont éternellement en construction. Après, vous avez des études qui sont, si je puis dire, métamathématiques, qui sont vraiment des études de la logique, de la structure mathématique, qui montrent que, en gros, le nombre de résultats qu'on pourra démontrer est quasiment rien, c'est 1%, même pas, par rapport au nombre de résultats qu'on ne saura jamais démontrer et dont on sait qu'on ne saura pas les démontrer. On sait déjà, malgré la puissance de calcul qui continue d'augmenter, etc. C'est lié en gros au théorème de Gödel pour dire des choses vraiment de façon un peu superficielle, mais on sait déjà qu'il y a des choses qu'on ne sait pas démontrer et on ne saura jamais les démontrer en restant dans une théorie. Le théorème de Gödel, si on peut dire peut-être une ou deux phrases, peut-être pour expliciter un peu la philosophie. Alors, il y en a plusieurs. Bon, celui qui est le plus connu, l'idée du théorème de Gödel le plus connu, c'est qu'en gros, si on reste dans la théorie arithmétique, il y a des résultats qu'on ne peut pas démontrer avec les seuls outils arithmétiques, qui sont pourtant des résultats arithmétiques. Vous avez typiquement un exemple qui a été développé dans les années 90, si je ne m'abuse, par 2 mathématiciens américains, qui consiste à faire Hercule contre l'hydre de Lerne. Vous avez Hercule, voilà, c'est toujours métaphorique. On en parle dans le livre d'ailleurs. Mais absolument. Je n'ai toujours pas résolu l'énigme, moi, personnellement, mais ça n'engage que moi. Vous avez Hercule qui coupe les têtes de l'hydre de Lerne, et à chaque fois qu'il coupe une tête, il en repousse encore plus. On a l'impression qu'il va y avoir une infinité de têtes, et pourtant, quelle que soit la méthode qu'utilise Hercule, il arrivera à couper toutes les têtes. Ça, c'est un résultat qui peut peut-être paraître un peu paradoxal dit comme ça rapidement, mais c'est surtout un résultat qu'on ne peut pas montrer, qu'on ne peut pas démontrer en restant dans la théorie arithmétique, c'est-à-dire avec les nombres finis. C'est un résultat qu'on ne peut démontrer que si on intègre dans cette théorie arithmétique la notion d'infini. Dans des conceptions assez particulières, mais voilà, c'est ça un peu l'idée. C'est-à-dire que dans une théorie, il y a l'impossibilité de tout démontrer. Il faut parfois rajouter des trucs à la théorie pour qu'elle puisse être plus performante. Mais c'est ça qui est génial et qui crée encore cet émerveillement. Je me rappelle d'une discussion avec Antonio Parisi, qui a un prix Nobel de physique, qui expliquait, par exemple, une fois, donc on parlait de manière... J'ai essayé de m'accrocher, parce que c'était pas évident, mais à un moment, il prend une feuille et puis il la... Enfin, démonstration, voilà. Il la froisse. Il la froisse, voilà. Et puis après, il me dit, on n'a pas encore trouvé l'équation physique qui va permettre de prédire exactement la forme de la feuille froissée avant de l'avoir froissée. Alors, ça prend énormément de paramètres en compte, mais je trouvais ça assez joli parce que effectivement c'est quelqu'un d'un certain âge, mais là il reprenait un petit peu son esprit d'enfant pour expliquer cette équation qui reste à démontrer, enfin en tout cas à expliciter. Je crois que vous dites l'expression juste, l'esprit d'enfant, c'est ça qu'il faut mettre au cœur pour faire aimer les maths, pour faire aimer toute discipline, quelle que soit la discipline, parce qu'il n'y a pas que les maths qui peuvent être détestées. Rester éveillé, Rester justement avec cette âme d'enfant et ce regard justement de curiosité sur le monde et les matières qui nous entourent. C'est ce que vous nous préconisez, Agnès. Oui, alors c'est à l'encontre aussi du système utilitaire. C'est-à-dire qu'on fait ça pour ça aussi. Parce qu'il y a un équilibre à trouver, bien évidemment. Mais la créativité, l'âme enfant, la curiosité, l'agilité aussi. Et c'est là où le sport amène quelque chose à l'apprentissage. La stratégie, l'agilité, l'anticipation, le leadership, le collaboratif. Quand on les insère dans l'apprentissage, ça fonctionne vraiment mieux. Et encore une fois, où le coach, c'est le prof, va avoir une posture radicalement différente. André Manoukian, le musicien et aussi start-upper, puisqu'il a aussi une boîte d'IA musicale, dit souvent que les partitions musicales, c'est comme l'algorithmie. Finalement, il y a une définition mathématique, un rythme à trouver, à chercher, et une prédiction, là aussi, à aller chercher, sans enlever l'aspect émotionnel. C'est finalement la parfaite conclusion de cette émission, ici, avec vous deux, et vous trois même, sur ce plateau. C'est le fait de se dire qu'il faut toujours garder la part d'émotionnel dans tout apprentissage. Mais bien sûr, et puis si on rebondit juste sur l'idée effectivement de la partition musicale, on a ça dans l'orgue mécanique, par exemple, les cartes perforées, mais c'est aussi la base du métier à tisser jacquard. Donc on reste à Lyon avec Tony Parker, mais c'est aussi ça la base, et c'est la base effectivement de l'algorithmique. Et je précise quand même que le premier programme strictement écrit et lisible par une machine a été conçu par une femme. Ada Lovelace. En tous les cas, moi j'emmène Antoine à l'académie. Mais je vois ça. Vous m'en
sortez de ce plus studio. de points au baccalauréat. Vous sortez de ce studio et vous partez ensemble tous les deux à Lyon dans un premier temps pour Saint-Ouen et l'Île-Saint-Denis. Ce sera fin 2024. On aura le temps de pouvoir se retrouver à nouveau sur le plateau de l'École du Futur pour en parler. Merci infiniment d'avoir fait un détour par ce plateau. Antoine Oulou Garcia, on vous retrouve évidemment sur votre chaîne YouTube. 21 énigmes pour comprendre enfin les maths dans toutes les bonnes librairies chez Albin Michel. Et puis si on a la chance d'être un de vos étudiants en Italie à 30, Agnès Perrin-Turenne, on vous retrouve à la Tony Parker Academy à Lyon, bientôt en Seine-Saint-Denis. Et Guillaume Gralet, on te retrouve évidemment dans les pages du Point, car j'oublie à chaque fois de dire que tu en es rédacteur en chef pour les pages Tes questions. Oui, exactement, mais en tout cas, j'ai appris énormément de choses aujourd'hui, donc c'était super. Mais si vous voulez vraiment me voler mes invités, vous le dites tout de suite. Je prends 10%, vous le saurez, voilà, c'est comme ça. Merci infiniment, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'École du Futur.